Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons poursuivre nous allons aller dans la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Et juste m'assurer. Nous allons parler donc de la naissance des signes, mais c'est la partie 1. Et aujourd'hui, en fait, je vais introduire le sujet, toujours par la figure de cette divinité qu'on appelle Atum en égyptologie. Vous allez voir comment la chose va être abordée aujourd'hui. Et dans la seconde partie, nous allons déboucher sur le sujet qui nous rassemble quand même, puisqu'il s'agit pour nous réellement de questionner les caractères sacrés égyptiens. Et aujourd'hui, j'ai voulu quand même vous indiquer quel est l'arrière-plan qu'on ne voit jamais. L'arrière-plan qu'on ne voit pas parce que l'égyptologie ne sait pas traiter en fait de ces sujets parce que les outils qu'ils utilisent en fait ne permettent pas de s'aligner comme il faut en fait pour comprendre comment on arrive précisément à la description des signes. Qu'est-ce que c'est qu'un hiéroglyphe? Mais il est nécessaire en fait de comprendre la source des caractères sacrés égyptiens pour en saisir finalement l'objet, le sens. Voilà. Donc c'est ce que nous allons introduire aujourd'hui. Ok? C'est un peu le sujet du jour. Nous avons parlé la dernière fois de cette divinité qu'on appelle Atum. Nous avons vu que c'était un dieu solitaire. Nous avons tenté de décrire les motifs pour lesquels c'était une divinité présentée comme solitaire. J'ai expliqué la dernière fois que cette graphie, en fait, c'est le socle de la pensée philosophique négro-africaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine de la pensée éthiopienne ou négro-africaine, ou même universelle, on peut le dire, puisque la philosophie procède de cette tradition, mais qui échappe à cette graphie qui apparemment est simple. On a vu par plusieurs aspects qu'elle se rapportait à certains organes. Bon, on ne va pas y revenir ici, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Mais je vais aborder ici le sujet par le biais d'un corpus que vous pouvez connaître. Parce qu'une chose est de parler, parce que c'est un domaine ésotérique, hein, vous allez vous en rendre compte, c'est-à-dire c'est caché pour plusieurs raisons, y compris dans la tradition africaine. Ce n'est pas des sujets qu'on aborde comme ça a priori, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les outils pour comprendre ce qui se passe fondamentalement. Donc j'ai voulu aborder le sujet par une entrée, disons une porte, qui va vous sembler familière, et ensuite pénétrer réellement dans la chose telle qu'elle est perçue du point de vue de la pensée symbolique des peuples éthiopiens, des peuples africains. Voilà. Donc, si je vous posais la question de savoir ce que représente Atum, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que représente cette divinité? On mettrait des guillemets. Que représente Atum? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je n'ai pas de retour. Ben, moi, je peux répondre. OK. Pour moi, il représente la source de toute chose, donc le commencement, par quoi tout est venu, donc sans lui, il n'y aurait plus rien, quoi. Si Atum meurt, le monde est mort, quoi. D'accord. La source de la vie, voilà. La source de toute chose, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer autre chose? Moi, je vais oser quelque chose, je vais dire l'énergie primordiale. Voilà. Il représente l'énergie primordiale, oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose? Il est la organisation, l'intelligence. Moi, je n'aime pas ça beaucoup. Le centre. Bien sûr. Moi, il est tout ça à la fois. Moi, je dirais qu'il serait peut-être celui qui permet à toute chose d'être. Oui, le créateur. C'est ça, absolument. Mais si vous devez le décrire aujourd'hui, c'est-à-dire, mettons que vous parlez à un public qui n'est pas familier des caractères sacrés égyptiens, qui ne connaît pas l'Égypte antique, toutes les représentations qui peut provenir de la vallée du Nil, qui n'a aucune idée de tout ça, mais vous voulez simplifier le propos. Et vous voyez que cette divinité s'appelle Atum.
qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne pour qu'elle ait une idée comme ça, plus ou moins claire? Moi, je dirais que... Le démiurge. Mais c'est déjà un mot sophistiqué. Il faut Moi, encore je pouvoir dirais que c'est l'expliquer. Moi, je dirais que c'est le Dieu, cœur, c'est Dieu, tout tout simplement. simplement. C'est le Dieu, cœur. tout simplement. Sylvie dit que c'est Dieu, ok? Ou c'est une vibration. Je prendrais Ok. par exemple une image que tu avais donnée la dernière fois. Je ne sais pas si c'est toi qui l'avais donnée, mais l'image d'une petite couche de sable dans laquelle on mettrait une baffle, en lui expliquant que du coup c'est une vibration et que c'est une vibration qui organise son environnement. Et le fait de voir concrètement que le son de la baffle dessine une forme géométrique sur le sable, ça pourrait lui montrer concrètement l'action en fait d'atomes qui organisent son environnement. Voilà, Parfait. Ok, bon, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose avant qu'on poursuive? Pour être simple, moi j'aurais dit c'est le créateur. Hein. Le créateur. Ouais. Mais vous êtes tous très religieux, très spirituels. Alors, moi, j'aurais dit que... Allô? Oui. On peut aussi dire à la fois le père et la mère de toutes choses. D'accord. Moi, je dirais que au commencement, le monde était chaotique et que il est sorti de ce chaos et l'a organisé par la vibration. D'accord. Voilà. Si vous êtes dans un cours de physique ou de chimie, vous devez expliquer ce concept. Quelle image vous allez utiliser? Moi, j'aurais dit que c'est le principe qui organise les interactions entre les atomes, entre toutes sortes d'atomes. Exact. Ben déjà, parce qu'en réalité, le mot que je voulais entendre, c'est celui que tu viens de prononcer, Léon. C'est l'atome. C'est ça, parce que c'est son nom. C'est de là que ça vient. C'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui, en fait. En fait. Parce que vous êtes très spirituel, c'est très bien. Mais si vous devez l'expliquer à quelqu'un qui ne sait rien de tout ça, vous allez commencer par expliquer ce que c'est qu'un atome. Donc, c'est ce que nous allons voir. Enfin, nous allons introduire le sujet de cette façon parce que ça va paraître beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle un atome. Bien sûr, personne n'a jamais réellement vu un atome, hein, mais on représente la chose parce qu'on sait qu'il y a un noyau et autour du noyau gravitent des électrons. Enfin, c'est des choses que vous avez certainement vues déjà à l'école. Et vous devez savoir que c'est ce qu'on appelle en fait un univers. C'est certes l'infiniment petit, mais ça vibre. Et c'est à l'image de l'univers. Donc, quand on observe, par exemple, la Voie lactée est exactement, reprend le chemin, en fait, de ce que c'est qu'un atome, en réalité. Hein, c'est toujours la même chose, sauf que ce n'est qu'une question d'échelle. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre le respect que nous devons aux tout petits, aux petites choses. Parce que vous allez comprendre que, généralement, nous sommes impressionnés par ce qui est grand, parce que, évidemment, la distance peut nous impressionner. Et très souvent, on ne s'attarde pas sur ce qui est petit. Or, aujourd'hui, je vais attirer votre attention en particulier sur les toutes petites choses, parce que ce sont ces toutes petites choses qui organisent les rituels en Afrique. Parce qu'on ne peut pas saisir l'univers, mais l'univers a des représentants concrets. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. OK? Donc, et bon, le mot atome que vous connaissez, vous allez voir son étymologie. En fait, c'est le nom de cette divinité qu'on appelle atome. Vous allez le comprendre, mais je vais l'amener pour que vous puissiez quand même réellement le saisir. Parce qu'on le dit souvent, sans jamais en apporter la preuve, beaucoup de gens font ce rapprochement parce qu'ils entendent atome et atome. Bon, oui, ça sonne à peu près pareil. Et ils se disent que oui, il y a certainement là quelque chose d'intéressant. Mais on va parler aujourd'hui de l'étymologie du mot et de la personne qui l'utilise pour la première fois, qui est Démocrite. Parce que vous allez comprendre en fait qui était Démocrite et où il a étudié quand même, et qui était son maître. Parce que Démocrite a eu des maîtres et on connaît leur nom. D'accord? Donc nous allons voir cela aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous présenter une petite vidéo. Et pour ce faire, je dois arrêter le partage. Ensuite, on va revenir. Je dois arrêter ça en espérant que je ne vais pas perdre le fil. OK. C'est une petite vidéo en fait qui rappelle ce que c'est qu'un atome, tout simplement. Est-ce que vous avez pu suivre la vidéo du départ? Parce que je ne sais même pas si ça fonctionne correctement. Oui, oui, parfaitement. OK. Oui. Donc, c'est-à-dire que ça marche. OK, donc je vais faire ça et ensuite on va revenir. Prenez un sucre, coupez-le en deux. Mettez les miettes dans votre café,
Prenez une moitié et coupez-la en deux. Prenez un quart et coupez-le en deux. Combien de fois faudra-t-il répéter l'opération pour obtenir la plus petite quantité de matière? Telle est la question. À force de diviser le sucre en deux, vous en arriverez à un point où vous ne pourrez plus séparer cette infime partie, que ce soit avec vos mains, à l'aide d'un fort courant électrique ou des températures très élevées. À ce point-là, vous aurez entre vos mains ce que l'on appelle un atome, qui, vous l'aurez compris, est le plus petit élément indivisible composant la matière. On peut le visualiser comme étant une cerise microscopique, une sphère d'environ 1 mm sur 1 million contenant un noyau. Sauf que dans le cas de l'atome, 99,9% de la masse est contenue dans le noyau. Et si l'on comparait le noyau de l'atome devant l'atome complet, ce dernier aurait la taille d'un petit pois devant la tour Eiffel. Les 118 atomes connus à ce jour sont regroupés dans le tableau périodique des éléments. On les retrouve classés par famille, ayant chacune une particularité. À gauche, les métaux alcalins, mis à part l'hydrogène, qui réagissent violemment avec l'eau. Au milieu, les métaux de transition. À droite, les gaz nobles qui sont incolores et inodores, comme par exemple l'hélium utilisé dans les dirigeables. Tout comme on assemble des pièces pour faire une voiture, en combinant plusieurs atomes, on peut faire des molécules, comme par exemple l'eau, H2O, la caféine ou encore le sucre venu adoucir mon café. Oui bon, celle-là était un peu plus compliquée à reproduire. Maintenant que vous connaissez les bases, je vais pouvoir vous dire la vérité sur les atomes. En réalité, les atomes sont eux-mêmes composés de particules, parce que bon, vous imaginez bien qu'on ne les a pas classés au petit bonheur la chance, hein. Les atomes sont faits de protons, de neutrons et d'électrons. Je vous l'accorde, ça fait beaucoup de troncs. Les protons et les neutrons composent le noyau qui a une charge positive. Quant aux électrons, qui eux sont chargés négativement, c'est un peu plus compliqué. Si vous vous souvenez de l'épisode sur la lumière, les électrons sont aussi à la fois une onde et une particule. Donc disons qu'ils peuvent être un peu partout dans l'atome, mais qu'il est très probable qu'ils se trouvent à certains endroits en particulier. Tout comme vos clés, elles peuvent être un peu partout dans la maison, mais il est très probable qu'elles soient dans vos mains. Bon, je vous l'avoue, j'ai encore menti. On pourrait zoomer encore un peu plus et voir ce qu'il y a à l'intérieur des protons ou des neutrons. Mais vous n'êtes pas encore prêt, jeune Padawan. Ok, donc c'est une petite vidéo en fait qui m'a paru intéressante parce qu'elle résume assez bien, même si naturellement la chose peut être plus compliquée. Enfin, c'est un rappel pour vous car réellement, j'imagine que vous avez quand même plus ou moins chacun déjà une idée de ce que c'est qu'un atome. Et ce qu'il peut dire, en fait, résume assez bien ce que moi j'ai voulu qu'on retienne, c'est-à-dire c'est le plus petit élément indivisible de la matière, on va dire ça comme ça pour simplifier la chose. Vous avez vu qu'il parle, en fait, on a recensé jusqu'ici une centaine d'éléments chimiques qui sont distribués à travers le tableau périodique des éléments chimiques que vous connaissez également. Et c'est un tableau, en fait, que j'ai déjà dont j'ai souvent parlé à certaines occasions et je vais en dire un mot aujourd'hui simplement pour vous fixer, pour vous représenter la chose telle qu'elle était perçue par les ancêtres de la vallée du Nil. Et j'ai voulu vous présenter en fait, bien sûr Osiris, j'en parlerai pas, mais surtout Dionysos, que vous trouvez ici en train de chevaucher un léopard. Hein, c'est pas pour rien, parce que bien sûr les potes achetés ont beaucoup à voir avec tout ce que je dis ici, même sans aller dans le détail. Mais ce que je suis en train de dire, s'il paraît beaucoup plus clairement avec le mythe de Dionysos. Parce que Dionysos, c'est un avatar d'Osiris en Grèce. C'est un représentant, si vous voulez, d'Osiris en Grèce. Hérodote, d'ailleurs, qui visite l'Égypte antique vers 450 avant l'ère chrétienne, dit clairement que Dionysos, c'est Osiris, en fait. Donc, il n'y avait pas de difficulté à ce niveau-là pour ce qui concerne les personnes qui étaient familières de cette tradition. Mais Dionysos va être démembré et découpé en fait par les titans. Et les titans, précisément, il y en a 14, comme les 14 morceaux du corps d'Osiris. Et en fait, ce sont des jumeaux, ils forment des couples parèdres. Donc, c'est 7 couples. Hein, donc, c'est toujours le chiffre 7 en fait qui revient. Et 14, pourquoi? Parce que ce chiffre, en fait, permettait également d'expliquer un ensemble de faits qui proviennent effectivement de la passion consacrée à cette divinité qu'on appelle Osiris. Voilà. Donc, je voulais simplement faire ce petit rappel pour que vous sachiez que quand je parle de l'atome, je dis atome ou quelque chose. Voilà, sachez qu'en fait, c'est Osiris. Vous devez vraiment le savoir. C'est-à-dire que ce n'est qu'une question d'échelle et de représentation. Il n'y a pas cette divinité qu'on appelle Atum d'un côté et puis Osiris de l'autre. Même si dans la construction cosmogonique, on fait venir Osiris, tout au moins pour ce qui concerne la cosmogonie héliopolitaine, on fait venir Osiris beaucoup plus tardivement dans le récit, dans la description du déploiement des générations divines. Vous savez qu'il y a Shut, Tefnut, Geb, Nut, et ensuite Osiris, Isis, Set, Nephthys, etc. Donc, mais vous devez savoir qu'Osiris
occupe une position privilégiée dans la construction philosophique et religieuse des anciens Égyptiens parce qu'il incarne en fait cet élément principiel ou primordial qui paraît aujourd'hui sous le nom d'atome. Mais quand vous allez comprendre d'où vient le nom atome, bien sûr, vous allez comprendre qu'on parle ici bien sûr d'Osiris et cela paraîtra beaucoup plus clair. Mais j'ai voulu faire ce lien parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, quand on dit Atum, ils imaginent un dieu et puis Osiris, un autre dieu. Et puis non, c'est une mauvaise façon de comprendre la chose parce que malheureusement, l'égyptologie aborde la question de cette façon pour ensuite dire que c'était une tradition polythéiste, ce qui n'est effectivement pas le cas, hein, mais c'est bien quand même de restituer les choses telles qu'elles doivent être perçues. D'accord? Bon, ça c'est une parenthèse, donc je passe. Je vais maintenant lire ce texte, ok, qui apporte certains éléments, certaines informations. Parce que le mot atome vient du grec atomos, donc je vais parler donc de ce mot, bien sûr. Donc le mot atomos signifie insécable, indivisible. Insécable, indivisible, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut plus diviser, pour avoir été déjà divisé. Et vous savez que le sort d'Osiris, en réalité, va être démembré pour ces motifs-là. D'accord? Bon, je reprends. Le mot atomos, insécable, indivisible, reçu comme une notion philosophique, apparaît pour la première fois sous la plume de Démocrite d'Abdère, vers 400 avant l'ère chrétienne. Démocrite fait l'hypothèse que la matière est composée de particules élémentaires, indivisibles, qu'il nomme atomes. Pour Démocrite, les atomes sont éternels et immuables, autant qu'ils expliquent la variété des matières qui nous entourent par la capacité qu'ils ont à prendre plusieurs formes. C'est fondamental. Donc, je vais reprendre cette note. Pour Démocrite, les atomes sont éternels et immuables, autant qu'ils expliquent la variété des matières qui nous entourent par la capacité qu'ils ont à prendre plusieurs formes. Théophile Obenga cite Diogène Laërce. Démétrius et Antisthène affirment, le premier dans les homonymies, le second dans les successions, que celui-ci, donc en parlant de Démocrite, quitta son pays et qu'il se rendit en Égypte auprès des prêtres pour apprendre la géométrie, en Perse auprès des Chaldéens et qu'il se rendit vers la mer Érythrée, c'est-à-dire en Éthiopie en clair. Donc c'est Obenga qui en parle dans un ouvrage que je pourrais vous présenter tout à l'heure. En fait, ouais, je pourrais le présenter tout à l'heure. Théophile Obenga ajoute, pour revenir au séjour égyptien de Démocrite, Diodore de Sicile rapporte que le philosophe d'Abdère passa 5 ans avec les prêtres égyptiens et qu'il reçut d'utiles et de nombreuses leçons sur l'astrologie, c'est-à-dire ici sur l'astronomie. Le maître de Démocrite à Memphis fut le prêtre Paménès, d'après G. le Syncelle. Démocrite lui-même, si fier de son savoir, se fait gloire d'avoir parcouru durant des années la vallée du Nil et prétend même avoir dépassé ses maîtres égyptiens en géométrie. Alors, cette note simplement pour rappeler, évidemment, que la notion d'atome n'a pas germé de la pensée de Démocrite comme ça spontanément, d'accord? C'est parce qu'il a été formé par les prêtres égyptiens de la période pharaonique et évidemment, naturellement, puisqu'on parle d'une divinité qui s'appelle Atum, dans la description de cette divinité, il était évidemment question de ce qu'il rapporte. Il applique donc un mot prétendument grec, mais qui en réalité est d'une origine éthiopienne ou africaine, ça on le verra, parce que c'est le nom d'Atum en fait. Mais je ne veux pas aujourd'hui insister trop sur l'étymologie parce que j'en ai parlé la dernière fois. J'ai montré les différents aspects qui permettent de témoigner de cette structure phonétique. Item ou Atum, enfin bref, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, ceci simplement pour rappeler que Démocrite a été à l'école en Égypte pharaonique et tire effectivement sa science sur l'atome des éléments qu'il a pu recevoir de ses maîtres égyptiens. C'est important de le rappeler. Et ici, donc, je décline en fait les dérivés de ce mot dans la langue grecque, simplement pour spécifier de quoi nous parlons lorsque nous parlons de l'atome. Donc, en grec, on dit atomo pour signifier individu, atome. Tomos, hein, coupure, tranche, c'est la même étymologie, c'est la même racine. Hein. Antomos, incisé, entaillé. Entoma, insecte. Téménos, partie retranchée, enceinte consacrée autour d'un temple. Mésis, témésis ou quelque chose de ce genre. Coupure, section. Tamias, personne qui coupe, qui fait des parts, arbitre, c'est-à-dire celui qui juge. Temno, excisé, castré. Tomé, coupe, coupure, incision, opération chirurgicale.
anatomé, dissection, apotomé, découpe, coupure, diatomé, coupure en travers, en taille, ectomé, coupure en taille, ouverture, castration, péritomé, circoncision, paratomé, section, quartier, district. Ceci pour rappeler que le champ sémantique dans lequel évolue effectivement ce terme, c'est le champ qui décrit la notion de démembrement, de division, de multiplication, parce que la division, je l'ai dit la dernière fois, c'est de la multiplication, c'est la même chose, d'accord? Donc, évidemment, on parle ici de passion, même si la chose ne paraît pas aussi évidente qu'avec la personne d'Osiris, sachez que le concept est toujours le même. Et vous devez l'avoir comme définitif, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la philosophie négo-africaine, tout au moins de la philosophie africaine, le canevas dans lequel se déploie la pensée africaine utilise toujours la notion de démembrement, quelle que soit la tradition. Parce qu'en fait, du démembrement découlent les rituels, notamment le sacrifice. Ça, c'est fondamental. J'en parlerai tout à l'heure, parce qu'Atum, tout comme Osiris, parce que les noms peuvent varier, mais sachez que c'est la même entité, est ce qu'on appelle un héros culturel. Voilà pourquoi il est le démiurge. Et chaque tradition en Afrique, et pas seulement d'ailleurs, parce que Dionysos, c'est un héros culturel, Jésus pour les chrétiens, Mahomet pour les musulmans, ce sont des héros culturels. Sundiata pour les mandingues, c'est un héros culturel. Il a toujours le même rôle, la même position. D'accord. Donc ça, c'est pour l'étymologie. Alors ça, c'est pour rappeler précisément de quoi nous parlons. Le héros culturel, je prendrai l'image d'Osiris parce que c'est vraiment, il est l'origine, enfin, c'est l'attestation la plus ancienne qu'on puisse trouver relativement à ce que j'appelle le héros culturel. C'est l'image d'Osiris qui apparaît dans les textes des pyramides, les textes des sarcophages. Le héros culturel est symbolisé par plusieurs éléments qui incarnent toujours ce qu'on appelle la partie dure. Parce que précisément, nous parlons ici de ce qu'on appelle l'atome, ce qui est insécable, indivisible. Voilà pourquoi Osiris est toujours la partie dure. Et cela se retrouve dans les rituels. On peut utiliser des graines, on peut utiliser des pierres, hein, on peut utiliser les ossements, c'est-à-dire les reliques, on peut utiliser les métaux. Et vous allez voir dans les grands, je mettrai fétiche, mais entre guillemets, tout au moins pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Ces éléments interviennent toujours. Parce que c'est là-dedans qu'il y a la puissance. Et cette puissance est atomique. Vous devez vraiment le savoir. C'est du même ordre. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, on parle d'une bombe atomique, par exemple, et vous voyez toute la puissance qui est déployée, sachez que la divinité a cette fonction. Quand vous avez un fétiche qui est bien fait et qui fonctionne correctement, c'est sa dimension. C'est cette perspective, en fait, qui traduit la manière dont est conçu ce qu'on appelle vulgairement les fétiches. Mais il faut bien comprendre que dans ma bouche, ce mot n'est pas... comment le dire? C'est simplement parce que je parle en français pour que vous puissiez comprendre. Parce que les fétiches, il y en a partout et dans toutes les religions. On ne peut pas faire de tradition, de spiritualité sans support. Et le support, c'est ce qu'on appelle un fétiche. Maintenant, il y en a qui appliquent ce terme spécifiquement à certaines traditions, quand eux-mêmes, dans leur pratique, on voit qu'il y a des fétiches, en fait. Donc, c'est un peu le problème que nous avons, parce que nous parlons une langue qui a orienté la pensée d'une certaine façon. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les reliques sont importantes. Quand vous voyez, par exemple, chez les Bamileke, à l'ouest du Cameroun, le culte des crânes, c'est ça qui est recherché. Quand vous voyez l'usage des métaux dans ce qu'on appelle des fétiches, hein, que ce soit les bolis, que ce soit les nkisi, il y a toujours des métaux qui interviennent. La pierre, par exemple, quand Jésus a cette phrase énigmatique, quand il dit que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, sachez qu'il parle de l'atome. C'est une métaphore pour parler de l'atome, c'est-à-dire ce sur quoi on construit, c'est sur quoi on bâtit la partie dure. Mais il se trouve que l'atome, en fait, est fondamentalement évanescent, c'est-à-dire on ne peut pas le saisir. Donc, on est obligé de symboliser l'atome par tout ce qui est dur, dans notre environnement. Donc, on prendra des graines qui se dit qui c'est la graine chez les mandingues. Et c'est le nom de la momie en copte, c'est Kessé pour dire la momie ensuite. On prendra la pierre, on prendra les ossements en bassa pour dire l'os, on dit Hess. C'est toujours His, c'est toujours le nom d'Osiris. Hein. Les métaux, c'est la même chose dépendamment des métaux. Ici, j'ai présenté le cuivre parce que le cuivre joue un rôle fondamental dans cette description. Si je m'en souviens, je vous en parlerai un peu parce que dans la tradition des Fang, le cuivre intervient parce que c'est un œuf de cuivre qui est à l'origine de la création parce que c'est un métal très important dans ce registre-là. Et le cuivre est aussi, par sa couleur, roux.
Donc, intervient ici les peaux tachetées, les albinos, les jumeaux, un ensemble de faits qui vont être décrits dans les mythes, etc. Il y a un habillage qui vient ensuite. Mais vous devez comprendre que le fond du fond, là, c'est ce qu'on appelle vulgairement la science. C'est-à-dire que si on ne vous explique pas ça comme ça, vous allez croire que quand vous allez chez le Nganga, il fait ces choses, bon, ça n'a pas un lien avec ce que vous voyez en biologie ou en chimie ou en physique. Non, ce n'est qu'une manière d'appréhender le vivant. Elle est différente pour ce qui concerne la culture africaine parce qu'on a une autre approche pour comprendre ces éléments, mais fondamentalement, c'est la même chose. Et vous avez donc ce héros culturel qui est toujours sacrifié. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Quand vous entendez les scientifiques parler de Big Bang, sachez que c'est le démembrement du corps d'Osiris. Et les traditions africaines traduisent le Big Bang par la passion, hein, la catharsis qui vient avec, c'est-à-dire une mort violente. Mais c'est cette explosion des origines qui permet la vie. Voilà pourquoi on dit qu'on a démembré Osiris et que son corps a été éparpillé, parce qu'il faut qu'il occupe tout l'espace, tout l'univers, le monde organisé. Et de là, donc, découle l'univers qui est en fait ce qu'on appelle la mahad, l'harmonie, l'équilibre, etc. Donc, ce sont les conditions qui permettent la vie en réalité. Et vous voyez que le sacrifice est au cœur de cette question. Voilà pourquoi les traditions africaines sont attachées précisément à la notion de sacrifice. Il faut bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle du sacrifice, parce que souvent les gens ont une mauvaise lecture de ces questions et ne comprennent pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Bon. Je vais marquer une pause ici pour m'assurer que vous arrivez à suivre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? OK. Donc, Osiris, c'est la partie dure. Ça, c'est important. On aura l'occasion de revenir souvent. Bon. Je vais maintenant traiter de la genèse de l'univers en me servant d'un corpus accessible à tous, car vous pouvez y avoir accès. C'est le corpus mandingue. Parce qu'on trouve là les éléments qui permettent vraiment d'expliquer. Parce que vous devez savoir que la tradition mandingue, c'est ce qu'on appelle la cosmogonie héliopolitaine. C'est ce que Platon raconte dans le Timée, en fait, avec d'autres mots, mais c'est la même chose. Donc, je vais citer un auteur. Le texte vient d'un ouvrage que je vais vous présenter, qui est cet ouvrage-ci, La notion de personne en Afrique noire. En fait, c'est un ensemble de textes qui provient, en fait, c'est les minutes, enfin, on va dire, un compte-rendu, si vous voulez, d'un colloque qui a eu lieu dans les années 70 au CNRS en France. Donc, il y a plusieurs auteurs qui parlent de la notion de personne, dont Youssouf Tata Cissé, qui était un savant malien, mais initié au Komo, qui est un ordre initiatique très important dans la culture, la tradition mandingue. Il était malinké lui-même. Et il parle donc d'un ensemble de faits qui relèvent de ce qu'on va appeler la genèse de l'univers chez les mandingues. C'est ce que je vais vous expliquer ici. Je vais vous expliquer comment la chose se met en place et comment les peuples africains traduisent cette réalité-là. Bon. Donc, Youssouf Tata Cissé nous dit, Youssouf Tata Cissé rappelle que par fou, il faut entendre la matière primordiale. Alors, parce que les mandingues ont un mot pour traduire l'idée de matière primordiale, ce qu'on appelle vulgairement le noun. Ils appellent ce noun le fou, F-U. Je pourrais en dire plusieurs choses, mais je vais me limiter à ça pour l'instant parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Parce que c'est un signe aussi, c'est un hiéroglyphe en fait, dans la culture mandingue. C'est un signe graphique aussi. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour l'instant, je vais simplement lire la note. Youssouf Tata Cissé rappelle que par fou, il faut entendre la matière primordiale, inanimée et sans vie, même si le mot est souvent utilisé pour désigner le rien, le zéro ou le néant. Donc, si vous posez la question à un Malinké ou à un Bambara qui connaît un peu sa tradition, vous lui demandez que veut dire fou, il va vous dire fou signifie rien, zéro, néant. D'accord? Mais en réalité, c'est la matière inanimée. Parce que dans la culture, la tradition africaine, le néant n'existe pas. Les Africains ne conceptualisent pas le rien. Ça n'existe pas fondamentalement parce que le rien, c'est toujours quelque chose. Quand on parle du néant, c'est simplement l'absence de vibration, c'est tout. Parce que la vibration, c'est l'intelligence. Donc, on suppose que le rien, c'est l'absence d'intelligence, en fait. Donc, l'absence de vibration. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière. C'est très important ce que je dis parce que vous devez comprendre le départ. Pourquoi on parle du noun et pourquoi on associe le noun au chaos. Le noun est chaotique parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans le noun. C'est quand Atum prend conscience de lui-même qu'il introduit l'intelligence dans le noun et il va donc se servir de cette matière préexistante pour organiser l'univers. Parce qu'il est un démiurge, c'est-à-dire un artisan en fait. Donc ce n'est pas un créateur fondamentalement, même si parfois on peut le dire, on comprend de quoi nous parlons, mais les divinités, les dieux primordiaux des traditions africaines, ce sont des artisans, hein, des forgerons. Généralement, ce sont des forgerons. Parce qu'il y a beaucoup parfois à voir avec le métal. D'accord? Voilà. Donc,
cette matière préexistante, les Malinké, les Bambara l'appellent fou, F-U. Okay? Bon. Youssouf Tata Cissé rappelle que par fou, il faut entendre la matière primordiale, inanimée et sans vie, même si le mot est souvent utilisé pour désigner le rien, le zéro, le néant. Fou est ce néant dont on dit qu'il était à l'origine des temps obscurs, frais, lourds, unis et calmes, avant de vibrer, se rompre, s'illuminer et s'animer dans toutes ses parties sous l'effet de l'étincelle initiale. Cette étincelle initiale, c'est ce qu'on appelle en égyptologie Atum. Je vais le traduire de cette façon parce que vous devez comprendre de quoi il est en train de parler ici. Okay? Donc, ce néant dont on dit qu'il était à l'origine des temps obscurs, frais et lourds, unis et calmes, avant de vibrer. Donc, la vibration, c'est l'intelligence. Vous devez savoir qu'il existe un rapport immédiat entre l'intelligence et la vibration. Quand vous voyez vibrer quelque part, sachez qu'il y a l'intelligence qui se manifeste. Parce que l'intelligence se manifeste par la vibration. D'où le rapport avec le cœur. J'en ai parlé un peu la dernière fois. Comme j'ai dit, on aura l'occasion d'y revenir. Bon. Fou est ce néant dont on dit qu'il était à l'origine des temps obscurs, frais, lourds, unis et calmes, avant de vibrer, se rompre, s'illuminer et s'animer dans toutes ses parties sous l'effet de l'étincelle initiale. Je vais citer un auteur qui a produit un article très intéressant, sinon le plus complet à mon avis, à mon humble avis, sur la question des insectes, de leur lexique et de la paléographie ou de leur paléographie, en tout au moins, ce qui est intitulé « De quelques insectes égyptiens entre lexique et paléographie ». C'est un article qui a été rédigé par Dimitri Mex, qui est un égyptologue. Je crois qu'il travaille au CRNS, si ma mémoire est bonne. Tout au moins, c'est un égyptologue. Je ne sais pas s'il est d'origine française, mais enfin, il est français. Parce que Dimitri, bon, je pense qu'il vient plutôt de l'Europe de l'Est. Bon, mais c'est un document très intéressant, très important, parce qu'il dit là-dedans plusieurs choses qui m'ont interpellé, en fait. C'est un article assez complet sur le sujet. Et il présente notamment ce relevé qui provient des hiéroglyphes. Hein. Ce sont des Égyptiens qui ont représenté ceci dans les tombeaux. Bon, hein, je n'ai pas voulu mettre ici toutes les références car ce n'est pas essentiel vraiment pour comprendre. Vous pourrez y passer beaucoup de temps. Mais Dimitri Mex présente donc ce tableau qui débute, bien sûr, vous le reconnaissez, avec le scarabée, et il présente plusieurs variantes, plusieurs dessins qui sont toujours translittérés Képer, 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 Képer dans le texte égyptologique. Et il oppose donc une critique à cette manière de voir les choses et je vais vous présenter laquelle. Parce qu'en fait, la clé se trouve ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai déjà insisté tout à l'heure pour vous dire que peut-être qu'avec cette communication, nous aurons un autre regard jeté vers les tout petits. Parce que vous n'imaginez pas la force qu'il y a dans les tout petits. Parce que quand on vous parle, par exemple, de l'atome, du noyau de l'atome, parce que si vous avez suivi tout à l'heure, ce que disait la personne qui a fait cette petite vidéo pour expliquer ce que c'est qu'un atome, il a dit quoi? Il a dit que, bien sûr, l'atome est constitué d'un noyau, mais que le noyau dans l'atome, c'est comme si on plaçait un petit poids au pied de la tour Eiffel. Donc, le noyau de l'atome, comparé à l'atome, est encore infiniment, mais vraiment, vraiment infiniment, infiniment. Donc, vous imaginez bien la chose. Pourtant, c'est lui qui a la force. Parce qu'on vous dit que la masse de l'atome dépend à 99,99% du noyau. Voilà, donc ça veut dire que tout le reste, là, les électrons ne pèsent pas grand-chose vis-à-vis du noyau. Mais le noyau est tout petit. OK? Donc, ça permet en fait d'expliquer et de comprendre un ensemble de faits qui vont paraître, vous allez le voir dans les rituels, enfin, on pourra faire les commentaires par la suite. Mais déjà, je vais vous expliquer pourquoi cette note est intéressante et ce qu'il faut comprendre de cela. Bon, Dimitri Mex nous dit ceci. Nous sommes tous familiers du signe scarabée. Alors, là, je sais que vous voyez correctement, mais moi, j'ai un petit... OK. Donc, nous sommes tous familiers du signe du scarabée, écrit Dimitri Mex. Nous connaissons son nom, Képer, et l'identité de l'insecte qu'il désigne, le scarabée sacré. Toutefois, l'habitude que nous avons acquise, donc il parle en tant qu'égyptologue, bien sûr. Toutefois, l'habitude que nous avons acquise depuis des générations de lire les textes égyptiens en typographie ou en orthographie nous a rendus souvent aveugles à la réalité des signes, in natura, oserais-je dire.
et nous a enfermés dans des catégories étroites issues de notre propre besoin de classer et de réduire à des standards consensuels, mais qui n'ont rien à voir avec la perception égyptienne. Et il a ô combien raison. Cette situation a empêché, jusqu'à présent, l'émergence d'une véritable science de l'écriture qu'il appelle l'égyptogrammatologie. Et c'est un peu ce que nous faisons en réalité, c'est-à-dire la lecture analytique. Donc, il dit, cette situation a empêché jusqu'à présent l'émergence d'une véritable science de l'écriture, l'égyptogrammatologie, n'en déplaise à ceux qui croient la pratiquer, qui aurait pour but, abstraction momentanément faite du contexte syntaxique, de décoder la biologie et la biographie de chaque hiéroglyphe considéré comme une entité, un être en soi, analyse qui ne saurait se concevoir qu'en diachronie. La diachronie, disons pour simplifier, c'est l'analyse du fait linguistique dans le temps. Ça vient du diachronos, c'est-à-dire à travers le temps. Dia, c'est du grec. Hein. Dia, ça veut dire à travers, chronos, c'est le temps. Donc diachronique, c'est à travers le temps. Donc c'est l'analyse des faits linguistiques dans le temps. Et c'est une notion qui forme l'essentiel de ce qu'on appelle la linguistique historique, justement, qui a occupé une part importante de l'œuvre du professeur Théophile Obenga, notamment. Okay. Donc, cette situation a empêché jusqu'à présent l'émergence d'une véritable science de l'écriture, l'égyptogrammatologie, n'en déplaise à ceux qui croient la pratiquer, qui aurait pour but, abstraction momentanément faite du contexte syntaxique, de décoder la biologie et la biographie de chaque hiéroglyphe considéré comme une entité, un être en soi, analyse qui ne saurait se concevoir qu'en diachronie. Si l'on collecte, même un peu rapidement, des exemples du logogramme Kepler, un peu à toutes les époques, on constate immédiatement que le scarabée sacré proprement dit n'est qu'un prototype, l'indicateur d'une classe comprenant une grande variété d'insectes susceptibles d'avoir tous la valeur Kepler. C'est ce qui est important ici, c'est ce qu'il dit. Parce que c'est vraiment fondamental. Parce qu'on focalise, bien sûr, pour les motifs qui nous viennent de l'iconographie sacrée égyptienne, on focalise notre attention sur le scarabée bousier. Mais on perd de vue qu'en réalité, il est en fait un prototype. Il représente une classe de vivants. Une classe. Est-ce que chacun comprend ce que je dis? Est-ce que vous voyez la nuance qu'il faut considérer? Je vais maintenant parler, bien sûr, de Jean-François Champollion, que vous connaissez. Dans son dictionnaire égyptien, parce qu'il a produit un dictionnaire égyptien, il dit quelque chose d'intéressant. C'est pour vous montrer que l'égyptologie a volontairement écarté un ensemble de faits qui sont intéressants pour nous, parce que lorsqu'on fait une lecture analytique, on doit tenir compte, en fait, de toute la réalité du signe. Et vous allez voir que un signe comme le scarabée a plusieurs productions au niveau de la phonétique. Okay? Champollion nous dit, par exemple, que le scarabée, c'est un caractère phonétique représentant, que ce signe qui représente un scarabée, il écrit caractère phonétique représentant un scarabée est signe de l'articulation T, θ, en fait la lettre θ. Donc la lettre T. C'est quelque chose qui est étonnant parce qu'en réalité, en égyptologie, on conçoit que c'est un trilitère, donc Keper. Et jamais vous ne verrez ce signe associé à la lettre T. Mais vous allez voir que Champollion a raison parce qu'il donne des exemples. Bon, il cite ici, ce n'est pas tout à fait clair pour vous, mais je vais le rendre clair tout à l'heure. Mais une des choses importantes qu'il dit, c'est que la graphie qu'on lit habituellement, Keper, lui, il lit cette graphie très ou toré. Très, mais très, c'est quoi? Très, dans les langues mandingues, c'est le soleil. Et il a raison de le faire, je vais vous dire pourquoi. Donc, lui ne lit pas ça à Keper, parce qu'il ne faisait pas de la translittération. Il lisait directement avec le copte. Il lit la graphie Keper ou Kepri, il lit ça très. C'est ce qu'il écrit ici, très. Mais très, en copte, ça veut dire, c'est le nom du Milan, donc du faucon. Et dans les langues mandingues, c'est le soleil. Et effectivement, c'est une description de ce scarabée, bien sûr, c'est le soleil, puisque c'est Atum. Okay? Et il y a donc cette graphie pour montrer qu'il a raison d'associer la lettre T à ce signe. Cette graphie rend compte du monde terrestre. Et un auteur qui s'appelle Poitvin, qui a donc étudié l'œuvre de Champollion, signale, à raison, ça c'est moi qui le dis, que dans cette graphie, le scarabée est mis pour le copte To, Ta ou T, c'est-à-dire la lettre T en fait. Parce qu'en copte To,
ta ou te signifie sol, terre, pays. Cette valeur phonétique affectée au scarabée est confirmée par les cartouches d'empereurs romains dans lesquels le scarabée est employé phonétiquement. Et c'est ce que je montre ici ensuite. Parce que vous avez ici représenté 3 cartouches. Les cartouches, pour dire simplement la chose, ce sont des, des représentations, une sorte de boucle qui enserre le nom d'un souverain, d'un roi. Sauf que ces cartouches-ci, ce sont des cartouches qui ont été produites, vous le voyez en fait à l'époque romaine. C'est à l'époque où l'Égypte était colonisée par Rome. Donc vous avez le cartouche de Domitien, de Trajan et d'Antonin, c'était des empereurs. Et dans ces cartouches, entre le signe qui nous intéresse. Et vous voyez que le scribe affecte systématiquement la valeur T à ce signe. Parce qu'ici, ce sont des graphies qui sont des noms qui sont écrits phonétiquement. Si bon, je ne vais pas faire la lecture, ce n'est pas nécessaire, mais enfin, si vous connaissez un peu les signes, vous reconnaîtrez en fait ce que je suis en train de dire. Parce qu'en réalité, le scribe a utilisé la valeur phonétique du signe du scarabée pour rendre compte des noms. Donc, vous avez en copte, parce qu'à cette époque, bien sûr, en Égypte, c'est le copte qui est la langue qui est éventuellement parlée, le copte, dans ces différents dialectes. Vous avez donc les noms. Domitien, Trajan, Antonin, bon, j'ai écrit en copte ici pour que vous ayez la référence au complet, et la source aussi, Obélix de Bénévent, Typhonium de Dendera, etc. Donc, ça montre en réalité que Champollion, s'étant basé donc sur ces observations, a eu raison d'attribuer la lettre T à ce signe. Mais c'est quelque chose que vous ne rencontrez plus du tout en égyptologie aujourd'hui. Pourtant, il avait raison. Il avait raison pourquoi? Parce que simplement, c'est un signe en fait qui rend compte, comme je l'ai dit, d'une classe. Donc, il y a plusieurs sorties possibles, et notamment cette lettre T qui vient en fait de cette série. Antoine a par exemple, pour désigner le pou que vous connaissez, c'est-à-dire le tout petit, on dit nta, pour dire le pou. En Chi, c'est enda, c'est le pou. En Nyamwezi, c'est nda, le pou. En Baham, au Cameroun, c'est T, c'est la fourmi. Donc, vous voyez qu'en réalité, ce sont ces petits êtres qui nourrissent en fait la phonétique associée à ce signe, qui représente, comme je l'ai dit, un scarabée bousier, mais le scarabée bousier dans l'idée qu'il incarne en fait une classe, on va dire, d'êtres qui connaissent la mue, la métamorphose, etc. Okay? En Kinande, on dit enda, pou, etc. Bon, je ne vais pas citer tout ça, mais enfin, vous avez les références ici. Donc, c'est de là que vient la lettre T. La lettre Theta, par exemple, en Bamoun, on dit une tête, c'est le pou, qui explique le nom de la lettre Theta. On note au passage qu'en Yemba, par exemple, à l'ouest du Cameroun, on dit Anta, pour dire le grillon. Qui conduit à l'anglais ant, pour dire la fourmi. En anglais, pour dire la fourmi, on dit ant. C'est la fourmi. Mais ce sont des mots qui procèdent des langues africaines. Et vous voyez que le scarabée bousier assume cette phonétique parce que la lettre qu'il retient dans certains cas, notamment les cas décrits précédemment, eh bien, c'est la lettre T. Parce qu'il est le représentant en fait, des fourmis, des poux, enfin les tout petits. Vous allez voir, en fait, il y en a un certain nombre. Donc, vous voyez qu'ici, ce n'est plus tout à fait Niébéré, c'est maintenant Enda. Mais si vous n'avez pas l'approche analytique, vous allez croire que c'est simplement le scarabée bousier. Vous allez chercher dans les langues africaines le nom du scarabée bousier. Vous n'allez jamais trouver Képer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, voici les mots qui existent et ils sont assumés par ce coléoptère. Mais il faut savoir comment approcher le fait pour vraiment l'illustrer, pour vraiment le comprendre. Et je dis par exemple ici, je prends l'exemple du Chiluba simplement pour montrer que c'est toujours le principe du devenir. Parce que c'est la base. Donc, tous ces mots sont toujours associés au devenir. Quand en Kinande, je dis enda pour dire le pou, mais en fait, en Chiluba, enda signifie quoi? Aller, marcher, fonctionner. Je sais qu'en Lingala, on dit kenda ou kende, quelque chose comme ça, ou kokenda, pour dire marcher, aller. Mais la racine, c'est ke. Bon. Mais en Chiluba, c'est enda. C'est le nom du pou, etc., comme vous le voyez ici. On dit mwendi, le marcheur, le voyageur, loindu, marche, voyage, tourner. Tiendelu, manière de marcher. Tiendela, motif d'un voyage ou d'une démarche. Boindela, manie d'aller ça et là. Et cette description-ci est à la base même du discours qui habille le personnage de Soundiata Keita. C'est pour cette raison que la marche est fondamentale dans le discours mandingue qui décrit ce personnage qu'on appelle Soundiata Keita, qui n'est qu'une image du soleil en fait. Ça, vous devez vraiment le savoir. C'est-à-dire le principe du devenir. Voilà pourquoi la marche, il est d'abord inerte, c'est-à-dire, il est décrit comme paralytique, mais le concept en arrière-fond, c'est l'inertie. Ça, vous devez le savoir. Et quand il commence à marcher,
il commence l'œuvre de création. Voilà pourquoi il va devenir ce grand roi, etc. On raconte donc des aventures parce qu'on habille le personnage d'un ensemble de faits héroïques pour en faire un héros culturel. Mais la base, c'est toujours ça. Ça commence toujours de cette façon. Okay? Parce que en arrière-fond, nous avons donc l'image en fait de ce scarabée bousier qui nourrit en fait tout le discours qui suit. C'est la raison pour laquelle vous avez donc des héros comme Hercule, représenté fort. Pourquoi? Parce que le scarabée bousier est particulièrement réputé par sa force. Quand on voit la masse d'objets qu'il sait faire bouger, porter, etc., bon, ça montre qu'il est réputé fort. C'est la raison pour laquelle vous verrez donc ce héros aller à gauche, à droite, se promener, etc. Bon, c'est le principe du devenir. Les aventures sont construites sur le modèle du devenir, la marche. Voilà pourquoi il va de cité en cité, d'aventure en aventure, etc. C'est comme ça qu'on construit les mythes, en fait. Est-ce que ce que je dis est clair? Est-ce que vous avez des questions ici? Donc, je donne quelques exemples ici. Vous avez donc, ce sont des exemples qui sont tirés justement de cet article de Dimitri Mex, où il présente donc cette graphie. Bon, lui, il ne solutionne pas la graphie comme on peut le faire avec les langues africaines, mais enfin, il translitère, parce qu'effectivement, la translittération, c'est ça. C'est quelque chose comme apéchette, quelque chose comme ça. Mais le sens proposé, c'est scarabée sauterelle. Mais vous voyez que c'est un mot qui existe dans les langues africaines. C'est-à-dire, andari, on dit pachi, grillon, criquet, sauterelle. Mais vous voyez que le déterminatif pour l'exemple numéro 1, c'est le scarabée bousier. Est-ce que c'est un grillon? Non. Est-ce que c'est un criquet? Non. Est-ce que c'est une sauterelle? Non. Mais on représente, parce qu'on sait qu'il représente la classe des vivants qui connaissent la mue, qui se métamorphosent. C'est ça qui est mis en avant. C'est ça le concept, en fait, qu'il incarne. En Kibondé, on dit Mbassi, le grillon, le criquet, la sauterelle. En Kikongo, c'est Mpassi, pour dire la grande sauterelle, le grillon. D'accord? Mais vous voyez que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, en fait, ces graphies, ce sont des mots africains. C'est-à-dire que quand on parle de cette civilisation comme d'une civilisation éventuellement asiatique, non, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de discussion possible. Parce que c'est dans les langues africaines qu'on trouve les mots aussi. Donc, ça veut dire que les Égyptiens anciens utilisaient ces mots-là pour désigner ces insectes. C'est ce que ça veut dire, en fait. C'est quand même important de le comprendre. Donc, ça permet quand même d'actualiser le fait et de comprendre qu'on peut translittérer apachette, si on veut. Bon, ils peuvent le dire, mais ce n'est pas un mot qui existe. Le mot, c'est mpassi, pour dire la grande sauterelle, le grillon. Je me limite à cette description parce que vous savez que c'est un mot qui intervient dans d'autres registres. Hein. C'est la souffrance, l'affliction, voilà. Donc, c'est la passion qui aussi en met. C'est des aspects que je ne veux pas aborder aujourd'hui. C'est pour vous dire que tout cela est déjà en perspective ici. C'est déjà en perspective ici. OK? Donc, ça, c'était pour solutionner cette graphie. Dimitri Mex présente aussi ce tableau. Donc, ce sont des graphies. Vous avez en haut donc des graphies qui sont identiques. En fait, c'est un signe qui représente une corbeille à anse avec la galette de pain, avec des êtres plus ou moins minuscules, là, comme on le voit, et d'autres variantes, en fait. Donc, il présente ceci. Et je vais en solutionner quelques-unes pour vous dire, en fait, comment ça se lit et quel est le thème principal qu'il faut en tirer. Dimitri Mex conclut son étude. Hein, l'article est écrit en évoquant les tout petits. C'est comme ça qu'il les appelle. Donc, cette classe d'insectes. Et je trouve qu'il a raison. Vous verrez pourquoi. Donc, Dimitri Mex conclut son étude en évoquant les tout petits. Il écrit « Reste à examiner très rapidement ces insectes trop petits pour qu'un regard autre que celui de l'entémologue ou l'entémologiste, si on veut, moderne, les différencie de façon précise et pour lesquels les Égyptiens ont réservé un hiéroglyphe passe-partout. » Il l'appelle ce hiéroglyphe un hiéroglyphe passe-partout. Alors, ce qu'il appelle le hiéroglyphe passe-partout, c'est le groupe qui est reproduit plusieurs fois tout en haut, c'est-à-dire la corbeille à 11 avec les 2 galettes de pain et cette sorte de petit insecte qui est dessiné en forme de déterminatif. C'est ce qu'il appelle le hiéroglyphe passe-partout pour les tout petits. Et c'est ce sur quoi on va quand même insister un peu pour vous expliquer ce que c'est, parce que c'est fondamental. Okay. Bon. Reste à examiner très rapidement ces insectes trop petits pour qu'un regard autre que celui de l'entémologue moderne. L'entémologue, c'est celui qui s'occupe des insectes. Hein. C'est quelqu'un qui travaille, qui étudie les insectes, tout simplement. Les différencie de façon précise et pour lesquels les Égyptiens ont réservé un hiéroglyphe passe-partout. L'insecte quête, donc il translittère, hein, quête, parce que la corbeille en as a comme valeur le K. Voilà. Donc il translittère et bien sûr la galette de pain c'est T. Donc comme il y a un double T, il translittère quête. Littéralement la petite. Donc il translittère quête et il dit que ça signifie la petite. Parce que
c'est un mot qui, en contexte, signifie petit, effectivement, en égyptien pharaonique, petit, minuscule. Voilà. Donc, il pense que ce hiéroglyphe dont j'ai parlé, donc qui est tout en haut, là, représente le pou. Il pense que c'est le nom du pou. Donc, il dit, l'insecte quête, littéralement la petite, est bien le pou. On note que le signe qui le détermine n'a pas, dans les différentes versions, de forme bien fixe et se contente de suggérer un être minuscule dont on peut distinguer les pattes et éventuellement les antennes. Ensuite, il passe à une autre graphie, celle qui est à votre extrême gauche, mais en bas. C'est-à-dire, vous avez une sorte de carré, je dis pour que vous puissiez voir, hein, un carré avec le double roseau et ensuite un déterminatif en bas qui représente un insecte. Donc, il lit cette graphie pi. Il dit pi, la puce. Il dit que c'est le nom de la puce. Correspond au même schéma. Pour les trois autres, donc il parle des trois autres, on en est réduit à de simples conjectures. On a supposé que l'insecte K, donc il parle maintenant de la graphie qui suit le nom donc, de la soi-disant puce, qui va lire pu, donc pi, donc il lit cette graphie K, hein, pouvait être identique à Kate, connu par un rituel tardif et des versions de basse époque au chapitre 146 du livre des morts. Voilà en gros ce qu'il dit. Bon, maintenant, ça c'est pour bien sûr la lecture phonétique, mais il y a des solutions. Je vais vous montrer simplement la chose. Ce que Mex lit pi, il dit que c'est la puce, c'est le nom du cafard dans les langues dites bantou, mais pas seulement parce qu'en lingala c'est différent. En lori, on dit mpe, le cafard, en dinga, B, le cafard, en bakoko, on duplique le phonème. PP, le cafard, en bassa, on duplique le phonème. PB, c'est le cafard. En bouma, c'est PMP, c'est le cafard. Ce n'est qu'une mutation phonétique parce que le M est euphonique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de la racine. Il est là pour renforcer le P, en fait. Et en lingala, on dit l'OPP, pluriel MPP, pour dire le ver luisant, la luciole. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la puce. Mais c'est le nom de la chose, en fait. C'est ce qui est écrit ici. C'est ce que le scribe produit ici. Mais lui, il pense que c'est la puce parce que, conventionnellement, il s'attend à ce que ce soit la puce. Mais vous voyez que le déterminatif peut représenter un petit insecte, mais le nom concret, eh bien, ce n'est pas tout à fait la puce. Est-ce que vous voyez un peu ce que je tente de clarifier, en fait? Pourquoi j'insiste? Parce que je pense qu'il faut aller au vrai mot, parce que le vrai vocabulaire permet vraiment de comprendre ce qui se passe et de montrer que eh bien, c'est une civilisation, ce sont des langues africaines qui sont en train d'être déployées à travers des signes. Et maintenant, voici… Une question, si tu m'entends. Ah, une petite question, ok. C'est une question, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué, mais je pense, j'ai oublié de le dire, Aton, il me semble qu'on représente un cercle avec un point au milieu. Exact. Est-ce que ce cercle-là avec le point au milieu peut se substituer au hiéroglyphe des tout-petits? C'est exactement ça. Parce que Aton signifie le point dans les langues africaines, dans les langues bantoues. Aton, c'est le point. Ça veut dire le point. Dans les langues, que ce soit dans les langues africaines, notamment du côté Fang. Du coup, est-ce que ce signe peut se… Le point ou la tâche. Oui. D'accord. Est-ce que ce signe, du coup, peut se substituer au signe qu'on voit là, par exemple? Si on voudrait écrire un hiéroglyphe, oui. Est-ce que je peux remplacer… C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui. Ok. Oui, absolument. Merci. C'est ça. Symboliquement, c'est exactement ça. C'est ce qui est représenté. Donc, vous avez donc maintenant cette graphie qui va donc, le Mex va lire cette graphie. Kate, je l'ai dit tout à l'heure, la petite, parce que phonétiquement, c'est ça, c'est un K et puis le double T, hein, introduit par la galette de pain. Mais le nom, dans la vraie vie, le voici. En Tunen, au Cameroun, c'est Iket, c'est la punaise. C'est-à-dire la puce, si vous voulez. En Bakoko, c'est Eket, la punaise. En Bassa, on dit Ket pour dire la punaise, mais on lit Ker, parce que le Bassa roule sur le T ou le D final. On dit Ker, Ker. En Douala, c'est Dikele, c'est la sauterelle. Donc, vous voyez que c'est plus tout à fait la punaise, ce n'est pas tout à fait la puce, mais ce sont les insectes toujours de même catégorie. En Lingala, on dit Likelele, pluriel Makelele, c'est le grillon. D'accord? En Maninka, c'est Kere, c'est le grillon. Maninka, c'est une langue dite soudanaise, hein, vous le savez, c'est-à-dire c'est le malinké en fait. Mais les Malinqués ne savent pas qu'ils utilisent un même mot que les langues dites bantou pour le grillon, par exemple. Mais parce qu'on va vous expliquer que les langues soudanaises sont différentes des langues dites bantou. Mais non, non, les hiéroglyphes règlent ce problème. Chez les Dogons, ils disent que c'est la fourmi. On duplique le phonème keke. Et pour dire le coléoptère, la punaise, c'est dupliqué keke. En Tswana, c'est keke, c'est le termite. Je crois qu'on dit le termite ou la termite. Enfin bref, je crois qu'on dit les deux même. En Samia, on dit eke.
pour dire le termite ou la termite. Je crois que c'est le termite. Mais vous comprenez l'idée. OK? Donc, c'est la même racine. Hein. J'espère que chacun... Est-ce que vous avez des difficultés ici? Est-ce que vous comprenez comment ça se lit et pourquoi ça se lit de cette façon? Une petite remarque, c'est que dans le Lingala, donc, je vois, enfin, c'est Likelele. Et dans une autre séance, tu nous avais expliqué que le nom d'Horus se dit Quel. Mais c'est ça, c'est son nom. Je peux le reconnaître. Mais oui, parce que Makelele veut dire le bruit aussi, le oui dire, le bruit. Parce qu'en fait, dans les hiéroglyphes, ils vont maintenant traduire le bruit avec une graphique qui se rapporte au nom. C'est parce que c'est Horus ici. C'est ça la vérité. Ben oui, en fait, tu l'as déjà compris. Parce que c'est ça. Quel est? Clé, c'est le soleil. Quand on dit chez les mandingues clé, c'est ça ici. C'est le soleil. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce que petit, c'est Mouké. Tu as ton doigt sur ton écran. Sorry. Petit, c'est Mouké. Donc, Mouké, c'est toujours le petit, l'enfant. Donc, c'est toujours Horus. Bien sûr. Bien sûr, parce que le préfixe, le mot, c'est Ké, pour dire le petit, l'enfant. Exactement. C'est exactement. Du coup, ça fait beaucoup de concepts qui se rejoignent à la fin. La tête peut exploser, quoi. Si. C'est comme si tout est tout, en fait. C'est ça le truc. Non, mais il faut comprendre le paradigme. On parle ici de Képri. On parle ici du soleil naissant. Voilà pourquoi c'est le bébé. C'est ça. Voilà pourquoi le tout petit est déjà un dieu. Mais c'est ça l'idée, en fait. C'est ça. C'est pour cette raison-là. C'est parce que nous sommes en train de parler ici de Képri, même si je ne dis pas Képri, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit là. Vous comprenez? donc, c'est la même. Il est Horus, parce qu'il va seulement chanter. On vous dit qu'il est Ré à midi. Il est Képri le matin. Mais Ré, c'est quoi? Ré, c'est le faucon. Quand il est représenté sous la forme de Ré, c'est un faucon que vous voyez. Mais si vous ne savez pas qu'il est le faucon depuis la sortie du Noun, parce que vous voyez un scarabée, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. C'est clé. C'est toujours le même. C'est toujours lui. Mais finalement, le Képri, philosophiquement, c'est nous. C'est nous qui devons nous transformer, non? Oui, mais ça se passe depuis les origines. Parce que vous devez savoir que le fœtus dans le ventre de la maman connaît des métamorphoses très importantes. Il commence comme un point, il devient une sorte de poisson, il devient une sorte de serpent, ensuite il prend la forme, ensuite des pattes apparaissent, il passe par tous les ordres. Je voulais quand même toucher à une forme de réalité. Parce que on parle depuis tout à l'heure du scarabée, mais vous devez savoir que le scarabée a un nom en copte. Et ce nom, ce n'est pas Képer. Le scarabée s'appelle Khalil. Khalil en copte. Donc, vous voyez que ce n'est pas Képer. C'est aussi important de le dire parce que quand on dit Képer, on imagine que c'est une langue à part. Pourtant, le copte rend compte de la réalité égyptienne. Ça, vous devez quand même le savoir. Mais ils disent Khalil, pourquoi? Parce que les langues africaines utilisent ces formes pour désigner d'autres choses. Le termite, le grillon, la punaise, enfin, c'est les mêmes mots, sauf que j'ai rajouté à la liste d'autres éléments quand même pour que vous puissiez comprendre. Quand ils disent Khalil, c'est une mutation de Tselele. En Kisundi, on dit Tselele pour dire le termite. En Kikongo, c'est Tselele pour dire le termite. Le ou la termite, vous allez vérifier, même, parce que je ne sais pas si c'est le ou la termite, mais bon. En Bobangi, c'est l'eau, Tselele, termite, etc. Enfant, c'est Kele, termite. Okay? Donc voilà pourquoi ils utilisent ce mot. Khalil, parce que c'était un peuple qui parlait une langue africaine. Donc, ce sont des mots africains qui se retrouvent là. Mais vous voyez que ce n'est pas le scarabée. C'est simplement une catégorie de vivants, justement, qui connaissent la mue ou les métamorphoses. Donc, notamment le grillon, le termite ou la termite, la punaise, etc. Comme vous le voyez ici. Et enfin, on dit Kele. Mais vous voyez que c'est toujours le même mot. C'est important quand même parce que ça, au moins, c'est important de comprendre que les mots sont énergie. C'est la base. Donc, les animaux de cet ordre-là sollicitent beaucoup de ces mots-ci. Pour les motifs, peut-être, on verra, peut-être qu'il y a quelque chose d'essentiel à tirer de cela. Mais en tous les cas, c'est important aussi de toujours vérifier avec le copte, parce que le copte nous apporte une information complémentaire et montre qu'en fait, Képer, franchement, bon, c'est Niébéré qui désigne la blatte dans les langues mandingues. Et vous voyez que ce n'est pas le scarabée. Donc, le scarabée incarne simplement un ordre, une classe. Voilà. Donc, et évidemment, on aboutit vraiment à la chose telle qu'elle paraît maintenant dans les discours. Parce qu'en fait, c'est l'œuf, c'est cette notion, c'est ce vocabulaire qui permet d'illustrer ce qu'on appelle l'œuf cosmique, l'œuf des origines, mais qui est l'atome en fait. Quand on dit l'œuf cosmique,
imaginer la chose comme il faut. C'est-à-dire, c'est un noyau cosmique, un atome des origines qui va exploser. En beaucoup, on dit liqué, thermite. En lingala, liqué, c'est l'œuf. C'est le même mot. Le mot, c'est ke. Parce que quand je dis li, c'est un préfixe de classe. Bon, vous le savez. Enfin, on dit aki. Aki, c'est la même racine pour dire l'œuf. Ils vont donc dire akingos, pour dire l'œuf de cuivre. Et qui est à l'origine de la création dans le discours Fang. La mythologie Fang est appelée le Mbet. Et le démiurge prend le nom d'Akingos. Akingos, c'est lui qui va créer le monde. Et il est essentiellement attaché à l'intelligence, justement. À l'intelligence, justement. Donc, enfin, on dit Eke, c'est le cocon. Kikongo, c'est Diaki, c'est l'œuf. Bon, les mots, il y en a beaucoup. Hein. Chez les Mandingues, en Maninka, on dit Kili, c'est l'œuf. Hein. C'est Kele. En Dialonké, on dit Kele, c'est l'œuf. C'est toujours le même mot. Donc, vous voyez qu'on va donc remplacer parfois tous ces tout petits-là par l'œuf. Parce que l'œuf suffit à expliquer tout ça en réalité. Parce que l'œuf, c'est le noyau, c'est le centre. Donc, c'est l'atome, en fait. Donc, ce képère là, c'est l'œuf. Hein, vous devez vraiment le savoir. Enfin, en Bessa, on dit moké, c'est l'œuf. Mais en lingala, moké, ça veut dire le petit. Vous voyez que c'est le même mot. C'est la même chose. OK? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Oui, enfin, dis-moi, Marie, pour abonder dans le sens de ce que tu viens de dire, on retrouve en fait c'est-à-dire que les Africains ont trouvé une méthode assez extrêmement performante pour conserver, enfin pour gérer une bibliothèque qui passe le temps et qui consiste en fait par exemple, c'est le cas du roi Béhanzin dont tu as déjà parlé dans une vidéo ou peut-être dans les cours, je ne sais plus, le roi Béhanzin du Bénin, au Bénin, et dont le nom signifie exactement ce qu'on est en train de dire. Son nom, c'est Bérin Azin, c'est-à-dire le monde tient un œuf dont la terre a besoin pour démarrer quelque chose, pour que quelque chose ait lieu. Et lui, il se dit, cette chose qui agit pour que les choses aient lieu. Et tous ces ancêtres, tout le temps s'identifient à cette enfant au Bénin, c'est aussi Kpo, et qui signifie à la fois la terre et le léopard, la panthère, etc. Et chaque fois, ils trouvent un moyen. On voit par exemple dans les ancêtres, parce qu'ils ont constitué une dynastie qui a été extrêmement dense pour retenir tout ça. Chaque fois, ils rechargent. C'est comme un accumulateur qu'on va charger, une pile que l'on charge pour redonner pour que les descendants successifs conservent l'essentiel qui est en train d'être. C'est-à-dire que voilà, à chaque fois, on revient au Noun et puis en fait, bon, ça se poursuit avec Keper, qui est le transformateur. Donc, effectivement, cet œuf, on a l'impression que les choses démarrent avec quelqu'un, mais effectivement, quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont trouvé un moyen assez extrêmement performant pour se transmettre. La conservation, c'est une nomenclature, en fait. Bon. C'est une nomenclature qui est mise en œuvre ici. C'est de ça qu'il s'agit exactement. Bon, je dois quand même vous dire qu'il y a une bonne partie des éléments que je n'ai pas encore exposés parce que ça viendra par la suite. Ces mots sont très importants, mais j'aborde ça comme ça parce qu'il faut partir d'un socle. Mais sachez que ça ne s'arrête pas ici. Il y a beaucoup de choses qui viennent derrière et vous allez voir avec la construction que ici, ce sont vraiment les premières briques que nous plaçons pour arriver à des choses très, très importantes. Ceci est clair. Alors, donc, je vais vous montrer ça et bien sûr, on aboutit évidemment à ce que vous avez donc sous les yeux hein, quand vous êtes devant une crèche. C'est ce que vous allez avoir, un nourrisson, parce que c'est les mêmes mots. C'est dans la suite. Voilà pourquoi le scarabée bousier représente l'enfant qui naît. La sortie du Noun, c'est la naissance d'un bébé. En James Eke, en Silo Zilukeke, en Megama Koko, Kokumukeke, en Bassa, on dit Kenge, pour dire le nourrisson. En Copte même, on dit Keke, c'est l'enfant. D'accord? C'est simplement pour vous dire que c'est la même chose, c'est la même énergie. Donc, on peut remplacer l'enfant par un scarabée. N'y voyez pas une chose différente. Non. Quand vous avez le lexique, le mot, vous savez qu'en fait, le scarabée qui sort du Noun, là, c'est le bébé qui est en train de naître, tout simplement. Voilà, c'est exactement cela. Et en tout pourri, on dit clé pour dire petit, hein, clé pour dire le nouveau-né. Hein, c'est une langue au nord du Cameroun, clé. Et c'est le soleil. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, ça, il faudrait
que vous l'ayez toujours en perspective, c'est le nom d'Horus ici. Même si vous ne voyez pas Horus, sachez que c'est lui. En Bakaka, langue du Cameroun, donc le Bakaka, langue du Cameroun, innove avec une forme leke, pour dire bébé, nouveau-né. Je sais qu'en Kikongo, je crois que leke, ça veut dire petit, quelque chose comme ça. Qui paraît comme une métathèse du Bakos Inkel, nouveau-né, bébé. On dit Acha Moine Akel, L-A-U-1 bébé. Dans la même langue, le Bakosi parlé dans la région du littoral camerounais, Nkel, est une variante dialectale de Nkegel, pour dire le nouveau-né. C'est toujours les mêmes racines, hein, la même racine, le même mot, ça peut muter, mais c'est la même chose, ça, vous devez en avoir la certitude. Parce que c'est de ça qu'on parle. On va passer par les tout petits, parce qu'effectivement, les tout petits, c'est de ce voilà, mais ça dépend de quoi nous parlons. C'est-à-dire, vous pouvez aussi bien approcher l'atome avec ce lexique que le nouveau-né. Là, ce qui est petit, c'est exactement le même champ sémantique, c'est la même chose. Okay? Et bien sûr, je donne cet exemple simplement pour montrer que les Bambara utilisent le même mot pour désigner le nénuphar. Et vous allez voir en Égypte, on placera donc un enfant sur un nénuphar qu'on appelle le lotus, mais parce que c'est ça le mot, c'est un enfant qui est en train de naître. On présente donc le bébé avec le nénuphar et on associe les deux parce qu'on sait que c'est le même mot hein, dans l'univers culturel. Et vous verrez aussi de ces choses-ci en Inde, avec des divinités indiennes où ils utilisent les mêmes images. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Hein. Donc, si vous avez les mots, vous allez comprendre le symbolisme. Il n'y a pas de... L'ésotérisme repose sur la langue et ce n'est pas si caché que ça, en réalité. Parce qu'il faut avoir les mots. Quand vous avez les mots, vous comprenez le symbolisme et vous pouvez le réactualiser parce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Et vous comprenez pourquoi il le faisait de cette façon, pourquoi il représente un bébé sur un lotus. C'est un mystère quand vous n'avez pas les mots. Mais en fait, parce que le bébé s'appelle comme le nénuphar, en réalité. En bassa, c'est Nke, lotus. Pour dire le lotus, en bassa, on dit Nke. C'est le nom du bébé. Donc, c'est le même mot, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, ça permet simplement de comprendre dans quel univers culturel on se situe et les perspectives vers lesquelles nous conduisent, en fait, ces éléments qui paraissent comme ça, a priori, mystérieux. Voilà. Donc, bien sûr, depuis tout à l'heure, hein, je parle de ce grand seigneur. Voici son nom tel qu'il paraît maintenant dans les hiéroglyphes. On va dire clé, la face, clé, la figure, oré, la tête. Hein, c'est une mutation hein, parce que clé et oré, c'est le même mot, sachez-le. Hein, parce que voilà, c'est une mutation phonétique. En baolé, on dit clé, le chapeau, ce qui est au-dessus, ce qui est en haut. Mais le mandingue va dire clé, clé, tile ou tere pour dire le soleil. Et je rappelle que c'est ce nom que Champollion applique au nom de Képri. Lui, il lit cette graphie très. C'est comme ça qu'il lit la graphie très. Il dit que c'est très parce qu'il sait que c'est le T. Donc, voilà. Il a raison. Parce qu'effectivement, c'est le soleil. Donc, vous voyez que Horus est déjà dans l'image du scarabée bousier. Parce que Horus, en fait, c'est Ré, c'est le faucon. Les deux sont représentés sous la forme d'un faucon. Donc, Horus, c'est le soleil, Ré, c'est le soleil. Bref, on ne parle que du soleil depuis tout à l'heure. Mais il y a des mots pour atteindre cette réalité. Et ces mots passent par les mots des tout petits. Quel est, c'est toujours la même chose. Il y a un renforcement du mot. C'est quand même extraordinaire de se rendre compte qu'en réalité, c'est la même pensée symbolique qui est animée ici. Et ça montre l'unité culturelle. Ça, c'est quand même important parce qu'on peut toujours penser que le fond est différent du Kikongo qui est différent du Bambara. Non, ça, c'est vraiment en superficie. Quand vous rentrez dans les concepts, dans le symbolisme, c'est-à-dire la religiosité, la manière de voir le monde, le paradigme, c'est la même chose. C'est la même chose, exactement la même chose. Donc, je vais clôturer sur en ouvrant donc des perspectives, parce que nous allons parler de ceci la prochaine fois. Parce que vous devez savoir qu'il existe donc des mythes qui racontent l'origine des signes, des hiéroglyphes, parce que les hiéroglyphes existent aussi dans la culture mandingue actuelle. Ils ont des signes qu'ils appellent Ti, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les Minyanka, qui sont les Senufo donc du Mali, ont un mythe qui raconte l'introduction des signes dans le monde. Et l'acteur principal de ce mythe, c'est Clé, bien sûr. Et parce que Clé, chez les Minyanka, est traduit par Dieu en français. Clé, c'est traduit par Dieu en français quand en fait c'est le nom du soleil. Bon. Donc on comprend que en fait c'est l'astre du jour qui est à l'origine de la vie. Donc voilà pourquoi il occupe cette position privilégiée. Le mythe dit ceci. Clé, qui vivait alors avec ses enfants dans une forêt au ciel, décida un jour de réunir tous ses petits-enfants dans une clairière. Là, ayant compté tous ses petits-enfants, il leur donna l'ordre de tuer leurs parents respectifs. Tous exécutèrent l'ordre de Clé à l'exception du Kalao, qui, agissant par ruse, conserva ses parents dans le creux d'un arbre. Mais Clé, en se promenant dans la forêt,
eut très tôt le sentiment que le Kalao n'avait pas tué ses parents. Ayant à nouveau rassemblé ses petits-enfants dans la clairière, il les compta un à un et leur imposa à tous une petite épreuve. « Faites-moi pour demain, leur dit-il, une corde en sable blanc. » Le lendemain, le Kalao, à qui son père avait transmis dans le creux de l'arbre le secret des signes de la création de Clé, dit à Clé, « Trace-nous donc le signe de cette corde en sable blanc. » À ces mots, Clé comprit que le Kalao n'avait pas tué ses parents. Alors, dans sa colère, il brisa l'arbre où étaient cachés les parents du Kalao et l'arbre alla se fracasser sur la terre de façon tellement violente que tous les fragments contenant les signes de Clé s'éparpillèrent. Sur terre, le Kalao se mit à recollecter avec son bec tous les fragments de l'arbre qui contenaient les signes de Clé. Il les avala un à un et les recracha plus tard à l'intention des petits hommes. C'est un mythe, d'accord? Il y a plusieurs choses importantes à retenir ici. Le développement se fera à la suite, mais j'ai voulu quand même avoir un bon départ, que vous sachiez qui est Clé. Quand je parle de Clé, c'est qui? Maintenant, vous savez, parce que ce n'est pas seulement Horus, c'est aussi le scarabée bousé, c'est-à-dire Atum lui-même. D'accord? Donc, vous comprenez que la chose est un peu plus complexe qu'elle n'y paraît a priori. Et c'est important quand même d'avoir cette perspective.